Bruno Jeudi, bonjour Bruno. Bonjour Bruce. Benjamin Duhamel. Bonjour. Et nos invités, Maude Bréjon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Et Antoine Léaumont, député La France Insoumise, NUPES de l'Essonne. Bonjour. Bonjour Bruce. Maude Bréjon, quel est votre sentiment après une semaine, au fond, après une semaine d'agitation, d'offensive présidentielle? Ça a commencé avec la prise de parole à 20h lundi dernier, les déplacements, maintenant cette interview. Est-ce que tout ça est en train de fonctionner selon vous? Écoutez, moi j'ai lu cette interview comme vous probablement hier soir. Ce que j'en retire, c'est d'abord un président qui est du côté des gens et qui a le quotidien des Français comme priorité. Les enjeux dont il parle, les grands défis dont il parle, c'est ce dont moi, les Français me parlent sur les marchés, dans les réunions publiques. Donc c'est d'abord la question des prix. C'est la question des services publics, c'est la question de l'école, de la santé, de l'écologie, notamment pour les jeunes, de l'immigration, des questions de sécurité. C'est un président qui est, je crois, conscient du chemin qui reste à parcourir, des attentes, des manques dans certaines de nos politiques, et donc un regard assez clairvoyant sur les choses. Et puis un discours qui est un discours simple, honnête, cash dans certaines parties de l'interview. Et ce qu'il dit et ce qui au fond il a toujours dit, c'est que ce qui compte à ses yeux, c'est pas sa popularité, c'est pas lui, c'est l'avenir de la France. Il l'avait déjà dit quand il disait « je suis prêt à endosser l'impopularité de la réforme des retraites ». Et donc on retrouve un président qui, comme en 2017, quand moi je l'ai rejoint, prend tous ses risques, est capable de mener des réformes qui sont difficiles, mais a aussi bien conscience de l'urgence du pays, des choses auxquelles il faut répondre rapidement. Il apporte un certain nombre de réponses sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de l'école, notamment avec le salaire des enseignants. Qui n'a pas un regard pessimiste sur les choses, contrairement à une large partie de l'opposition qui porte pas d'ailleurs d'alternatives crédibles à mon sens, parce qu'au fond, la France a beaucoup d'atouts, on a des difficultés, mais tout n'est pas noir et donc on a besoin d'avancer ensemble. Antoine Léaumont, que répondez-vous à cela? Bon, déjà, moi, j'ai un peu l'impression d'un discours qui s'en faut quand vous dites que Emmanuel Macron est proche des gens et qui donne l'impression d'un président proche des gens, parce que c'est l'exact inverse dont il donne l'impression en ce moment. Moi, j'ai lu cette interview et je trouve pas qu'il y a des regrets. Je trouve au contraire que c'est une offensive, et y compris une offensive presque contre sa propre équipe. En réalité, on voit qu'il y a une fracturation à l'intérieur de la majorité. Et je vois qu'il cite le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui avait dit « je vous ai compris ». Là, on a un peu l'impression d'un président qui dit « vous ne m'avez pas compris, donc je vais continuer à dire des choses ». Par ailleurs, il y a un certain nombre de mensonges, et notamment un mensonge sur l'absence d'alternatives qui auraient été proposées. Pourquoi est-ce que le débat à l'Assemblée nationale a duré si longtemps et que nous n'avons pas pu arriver justement à la partie où nous étions censés débattre de l'âge de la retraite? Eh bien précisément parce que nous avons proposé... Parce que vous avez fait de l'obstruction parlementaire pendant des jours. Nous avons proposé un grand nombre d'alternatives pour le financement de la réforme des retraites. Il dit aussi une chose qui est juste pour le coup, qui est nous n'avons pas réussi à installer l'idée que cette réforme des retraites était nécessaire. Bah oui, tu m'étonnes. Ils ont fait passer par 49.3, encore une fois, cet hiver, 8 milliards d'euros de cadeaux fiscaux. Et puis, quelques mois plus tard, on revient devant les parlementaires en disant maintenant, il va falloir faire travailler les gens 2 ans de plus pour gagner 12 milliards d'euros. Il est logique que les gens ne soient pas convaincus parce que les gens ont compris désormais que tous les cadeaux qui ont été faits aux plus riches ne servent qu'à faire des cadeaux aux plus riches et non pas à créer de l'emploi ou à augmenter les salaires. Je crois quand même, effectivement, cette phrase est peut-être la phrase la plus importante de l'interview. Elle vient de s'afficher d'ailleurs. Et on se dit, mais si, effectivement, le fait de ne pas avoir réussi à faire comprendre qu'il fallait absolument faire cette réforme, si cette idée-là n'est pas passée, pourquoi s'être entêté à ce point? Puisque c'est en fait le préalable à ce qu'ensuite la réforme soit acceptée. On est le 24 avril. Il y a encore des contestations, encore des manifestations. On en est encore là. Un élément. Il fait un constat qui est assez juste, qui dire au fond on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur des faits. Et les faits c'est quoi? C'est ce déficit qu'on va accumuler plus de 100 milliards en 10 ans si on ne fait rien. Pourquoi? Peut-être d'abord parce qu'on n'a pas été très bon. Et il le reconnaît dans son interview. Et moi je suis complètement prête à le reconnaître sur toutes les fois où je suis venue sur vos plateaux, où mes collègues sont venus. On aurait peut-être dû l'expliquer différemment. Maintenant il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux c'est quoi? C'est est-ce qu'on veut préserver ce pacte intergénérationnel qui est le système par répartition? Est-ce qu'on veut que nos enfants aient accès au même système de retraite que nos parents? C'est pour ça qu'on a fait cette réforme. Et oui, c'était dur. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron le dit, c'est toujours extrêmement difficile les réformes des retraites. Je crois qu'il dit quelque chose comme ça se passe jamais bien et c'est pour ça que je le fais en début de quinquennat. Et en même temps, c'est une réforme de courage. Ça n'élude pas tous les autres problèmes des Français parce que moi, quand je vais dans ma circonscription, à Antony, à Châtenay-Malabry, les gens, ils me parlent des prix, plus que la
la question des 49.3 ou des motions de censure ou des débats à l'Assemblée nationale. Et c'est sur ça, aujourd'hui, je crois qu'on doit réussir à se retrouver, à travailler avec les forces politiques, avec les organisations syndicales. Et je vais ajouter une chose, parce que vous parliez de Sophie Binet tout à l'heure et de sa réaction à l'invitation du président de la République. Moi, je comprends qu'on ait des désaccords et on a réellement un désaccord de fond sur la question de l'âge. Maintenant, de quel côté est l'arrogance? Qui est arrogant? Est-ce que c'est celui qui tend la main ou est-ce que c'est celui qui claque la porte? Non, mais on peut pas dire ça. Est-ce que c'est celui qui fait des propositions sur le pouvoir d'achat ou est-ce que c'est celui qui sort, ou est-ce que c'est celui qui sort les casseroles? Le président n'a pas voulu recevoir les syndicats 15 jours plus tôt. Est-ce que c'est celui qui va sur le terrain ou est-ce que c'est celui qui coupe l'électricité? Au fond, la main, elle est tendue. Le dialogue avec les organisations syndicales, il s'est tenu. Il y a d'autres urgences auxquelles on doit répondre. Et pour ça, au-delà de ce désaccord sur les retraites, ça nécessite qu'on se mette autour de la table. Justement, c'est très intéressant parce que on en revient à ce que disait Benjamin Duhamel, le mode d'emploi. Et en fait, à vous entendre, à lire le président de la République, on se dit, en fait, il n'y a pas de mode d'emploi. Et la majorité semble dire, et l'exécutif semble dire, c'est pas de notre faute. Antoine Léaumont. Oui, il y a quelque chose de sidérant dans cette interview qui n'a pas été relevé, je crois. C'est que le président de la République, d'un seul coup, se rend compte que l'urgence, c'est la question des salaires. Nous, c'est ce que nous avions dit dès l'été. Dès l'été, il y avait une loi pouvoir d'achat qui ne servait à rien, dans laquelle nous n'avons cessé de dire, il y a un problème avec les salaires, il faut augmenter les salaires. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire qu'Emmanuel Macron a réellement tout fait à l'envers. Parce que quel est l'autre bon moyen pour financer une réforme des retraites, précisément d'augmenter les salaires et de travailler à l'augmentation des salaires. Parce que quand on augmente les salaires, on augmente la part des cotisations qui va financer le système de retraite et donc vous avez moins de déficit sur votre système de retraite. Si Emmanuel Macron avait voulu faire quelque chose d'utile et être le garant des institutions qui nous disent à l'article 2 de la Constitution que le principe de la République c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, bah voilà, il aurait commencé par traiter cette question des salaires. Et puis peut-être qu'il aurait pu agir de manière plus rigoureuse sur les prix, en bloquant les prix, comme ça existe par exemple sur l'île de la Réunion. Bref, il fait tout à l'envers, et ensuite il vient et il se plaint de ne pas être compris. Bah tu m'étonnes, s'il fait tout à l'envers et qu'il fait l'inverse de ce que les gens demandent, effectivement il va pas être compris. Alors, sur le mode d'emploi. Non mais je vais répondre très rapidement parce que je vais vous dire une chose, quand j'entends Monsieur Léaumont, je me dis quand même, qu'est-ce que c'est facile d'être dans l'opposition. Qu'est-ce que c'est confortable de critiquer en permanence. Vous l'avez dit, la première loi qu'on a fait voter, on était ensemble dans l'Assemblée nationale. Pouvoir d'achat. C'était la loi pouvoir d'achat. Vous dites, elle ne sert à rien. Elle ne servait à rien. Complètement. Les remises sur le carburant, je peux vous dire que, je sais pas, dans votre circonscription, chez moi, les gens, ils en ont bénéficié. Non, mais c'est quoi les remises sur le carburant? Ils étaient bien contents qu'on ait voté. Je peux terminer, je vous ai pas interrompu. Les remises sur le carburant, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux aux grandes entreprises. Je vous ai pas interrompu. Donc, ces remises sur le carburant, moi, je crois que les gens en ont bénéficié. Le fait qu'on ait largement contenu les prix de l'électricité et du gaz, regardez par rapport à ce qui se passe chez nos voisins, je pense que les gens en ont bénéficié. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que les familles françaises, que les Français n'ont pas de difficultés, ils en ont, elles sont réelles et on les entend, mais vous pouvez pas balayer d'un revers de main les dizaines et dizaines de milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie précisément pour aider le pouvoir d'achat des Français. Sur la question des salaires, on a déjà beaucoup travaillé dessus depuis 5 ans, notamment en baissant certaines cotisations. On a travaillé, je termine, sur la question on a travaillé sur la question des impôts, on a supprimé la taxe d'habitation, on a supprimé la redevance télé, on l'a voté ensemble, me semble-t-il, il y a quelques mois. Je ne dis pas qu'il faut pas aller plus loin. Je rappelle juste quand vous dites il faut augmenter tous les salaires partout, qu'en France, on n'est pas en Bolivie, on vit pas dans une économie administrée. Et donc forcément, on a un mode de réflexion un peu différent. Vraiment, encore une fois, quand je vous écoute, c'est confortable d'être dans l'opposition, Monsieur Léaumont. C'est beaucoup plus simple d'être dans l'opposition que d'être en responsabilité. Je vous oppose des arguments rationnels, vous renvoyez à des modèles étrangers. Je vous dis simplement une chose. Vous avez dit quelque chose de très important. On a baissé le niveau des cotisations. Bah, vous avez vous-même affaibli le système de retraite. Et ensuite, vous venez vous plaindre du fait qu'il y a un déséquilibre. De gagner davantage de leur travail. Non mais madame, parce que c'est la différence entre vous et nous. Brut. Moi, je crois davantage au travail et aux aides sociales, monsieur. Mais vous confondez tout. C'est précisément la différence entre vous et nous. Moi, je parle d'augmentation du salaire brut. Parce que quand on augmente le salaire brut, on augmente à la fois le salaire net et le niveau des cotisations. Et donc, on finance davantage le système de retraite et le financement des aides sociales, précisément qu'ensuite vous allez critiquer. Que font les macronistes depuis maintenant 6 ans? Vous faites l'inverse systématiquement. C'est-à-dire que vous baissez le niveau des impôts sur les plus riches. Vous baissez le niveau des cotisations. Et à la fin, vous dites, il y a un problème de financement. La baisse Évidemment des impôts, ça concernait les premières tranches. C'est pas vrai, madame. Vous le savez, la suppression de l'ISF, ça a été le symbole, du macronisme. S'il vous plaît, au début du programme. Revenons à 2023. Si on peut en venir au sujet, j'ai juste une dernière chose à dire. Emmanuel Macron est en train de proposer un certain nombre de lois.
Là, il nous dit on va avancer sur l'immigration, on va avancer sur le chômage, on va avancer sur le RSA. On peut avancer sur tout par la loi, sauf pour une raison mystérieuse sur les salaires. C'est sur cet unique point qu'il n'y a pas de mode d'emploi législatif donné par le président de la République. Pour une raison simple. Nous l'avions proposé, l'augmentation du SMIC à 1 500 € à l'époque, pendant l'été justement. Et il a été refusé à la fois par les macronistes et par les lepénistes. Alors, j'aimerais qu'on revienne maintenant sur les actions à venir, notamment celle de la CGT. 100 jours d'apaisement, disait Emmanuel Macron. La CGT Énergie, Benoît Gadret, promet, elle, 100 jours d'action et de colère, menaçant de couper le courant pendant le Festival de Cannes et celui d'Avignon, viser également le Grand Prix de Monaco et le tournoi de Roland-Garros. Ce n'est ni la grève classique, Bruce, ni la guérilla. Voici la grévilla, selon les termes de l'organisation, qui publie en effet un avis de perturbation énergétiques. En mai, fais ce qu'il te plaît, lance leur communiqué. Et tous les grands événements que vous venez de citer pourraient bien se retrouver dans le noir. C'est techniquement possible. Avis ultra partagé en ligne. D'un côté, ceux qui trouvent ces actions coup de poing légitimes, un peu comme un dernier recours. De l'autre, ceux qui y voient une forme de terrorisme, carrément, c'est le terme choisi par le sénateur de l'Hérault dans un tweet qui condamne ce mode d'action portant atteinte aux intérêts de la France et des Français. Tout n'est pas permis non plus, c'est ce que dit ce matin sur BFM TV et RMC la secrétaire générale de la CGT, qui n'est pas responsable, dit-elle, de la coupure de jeudi dernier à Ganges, en marge du déplacement d'Emmanuel Macron. Oui, c'est l'exemple qui reste en tête. Cette coupure avait touché une clinique privée, provoquant de vives protestations. Les internautes soutenant la CGT rappellent, eux, que ces établissements de santé bénéficient de systèmes de secours. C'est même obligatoire. Le ministre de la Santé tweet pour sa part que protester, ce n'est pas jouer avec la santé des patients et le travail des soignants. Le président lui-même lâche dans Le Parisien ce week-end, imaginez que moi aussi, je coupe le courant aux médias qui ne me plaisent pas. Inimaginable. La CGT doit à minima s'expliquer et s'excuser, avait renchéri le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, demandant à ce que la justice fasse toute la lumière sur ces actes dont, je cite, chacun doit mesurer la gravité. Alors, toutes les actions sont-elles possibles? Réponse, vous le disiez, de Sophie Binet ce matin. Les salariés continueront à décider d'actions pour se faire entendre parce que cette réforme est dangereuse et scandaleuse. Et donc, elle justifie toutes les actions. Elle ne justifie pas les actions violentes contre les personnes. C'est pour ça que la CGT n'appelle jamais à ce type d'action. Si on en est à couper le courant dans une clinique, Roland-Garros, c'est de la rigolade, non? Oui. Dans tous les cas, si c'est pas exactement qui est à l'origine, mais le fait est qu'il y a eu un problème la semaine dernière, avec quand même une difficulté. C'est vrai que normalement il y a un système de secours pour les établissements de santé. Par ailleurs, moi pour avoir beaucoup discuté, notamment avec la CGT Minénergie, moi ils me disent qu'ils font systématiquement, précisément très attention quand ils font des coupures de courant, à ne pas couper des établissements de santé. C'est quand même pas de bol là, parce que ça s'est joué à. Il y avait quand même le leader dans le Sud avait dit qu'il ferait tout ce qui était possible. Oui, mais pas précisément pas les cliniques. Et par ailleurs, mener ce type d'action, c'est de la légitime défense sociale. Je parle pas des cliniques, je parle de. Mais attendez, monsieur Lemont, je crois aussi, pour avoir reçu ici à plusieurs reprises des représentants de la CGT Énergie, que c'est pas aussi simple qu'un jeu vidéo. Enfin, c'est pas simple. C'est-à-dire que quand vous coupez le courant dans un quartier, ça peut déborder d'une rue. C'est pas une science ultra exacte. C'est clair. Donc il est possible que pas simple, mais involontairement, ça je veux bien l'entendre, que involontairement la clinique se soit retrouvée sans courant. Ça c'est quelque chose. Involontairement, ça serait possible, mais moi encore une fois. Mais le problème c'est que c'est je pense précisément. Non, mais vous voyez comment c'est. On n'en sait rien, on ne sait pas ce qui s'est passé et directement on accuse la CGT. En tout cas, pour en revenir sur le fond du sujet, moi je considère que ces actions elles sont légitimes. De couper l'électricité, par exemple, quand Emmanuel Macron se rend sur des déplacements, ou même pour des événements du type Roland-Garros et compagnie. Pourquoi ? Parce que ce dont a peur Emmanuel Macron, c'est que la mobilisation continue. C'est que, au bout des 100 jours, il n'est pas une victoire, mais qu'il y ait un Waterloo, en réalité. Et le fait que des actions ciblées, que des casserolades continuent, d'ailleurs il y en aura ce soir à 20h devant un certain nombre de mairies, le fait que tout ça continue, ça montre que le pays n'est pas prêt, lui, à tourner la page sur la réforme des retraites. Et on voit bien que depuis l'interview du président, enfin pas l'interview, mais la prise de parole du président de la République, il y a la volonté un peu de passer à autre chose, de mettre d'autres thèmes dans le débat public, et notamment, encore une fois, de s'en prendre aux Maghrébins, puisque c'est toujours la bonne porte de sortie quand on veut se débarrasser d'un problème. On dit, regardez, le problème c'est les Arabes, c'est pas la question de la réforme des retraites. Et justement, le fait que ces actions continuent, le fait qu'il y ait
régulièrement des casserolades. Tout ça empêche de tourner la page. Tout ça empêche qu'on parle d'autre chose. Parce que Emmanuel Macron a réussi quelque chose d'assez fort. Il a uni le pays, mais contre lui. Et il y a 72% des Français aujourd'hui qui sont opposés à sa politique. Maud Bréjon vous répond. Sur ces fameuses coupures, est-ce que ça doit, en effet, est-ce que c'est légitime? Ça fait partie du droit de grève, de manifester, le droit d'être en colère. Mais j'entends mon collègue qui dit qu'il faut rester sur la réforme des retraites, alors que d'autres voudraient parler d'autres choses. C'est pas le sujet. Chacun a le droit de contester sur les réformes auxquelles il est opposé. La question, c'est comment est-ce qu'on dialogue en France? Comment est-ce qu'on débat en France? Comment est-ce qu'on fait vivre la démocratie en France? Et au fond, ce que dit Monsieur Léaumont ne m'étonne pas, parce que ça rejoint bien la façon dont se comporte la France insoumise dans l'hémicycle. Moi, je crois qu'on a le droit de pas être d'accord, on n'a pas le droit d'empêcher l'autre de s'exprimer. Et ça vaut pour le président de la République, comme pour l'ensemble des citoyens. La liberté d'expression, c'est pour tout le monde. Qu'on ait un président qui aille sur le terrain, qui a envie de dialoguer avec les Français, qui soit prêt à se faire engueuler, moi, je trouve ça extrêmement sain. Qu'on ait en revanche des personnes qui sont, pardonnez-moi, souvent une minorité, parce que c'est pas l'ensemble des Français qui sortent dans la rue avec les casseroles, faut pas exagérer, qui refusent ne serait-ce que de le laisser s'exprimer, ne serait-ce que de le laisser se confronter justement aux opinions divergentes, je trouve ça extrêmement dommageable. Et pas dommageable pour lui, en fait. D'abord dommageable pour nous tous, sur la façon dont on débat, sur l'unité auquel on doit tous travailler, ensemble des responsables politiques que nous sommes. Et parce que au fond, encore une fois, tant qu'on parle de ça, on parle pas du prix des courses qui a augmenté, on parle pas du prix de l'essence, on parle pas du prix des factures d'énergie, on parle pas des questions d'école, on parle pas des questions de santé. Et parfois, je me demande si, au fond, vous avez vraiment envie d'en parler, ou est-ce que c'est juste que vous n'avez pas de solution et que vous vous complaisez en permanence dans votre rôle d'opposition systématique. D'un mot, s'il vous plaît. Juste un mot, mais vous prenez les choses à l'envers, encore une fois. Nous, on en a parlé dès l'été de la question des salaires. Et on l'a voté ensemble. Vous pouvez pas nous dire, on veut pas discuter, etc. Et puis vous ramenez avec un 49.3 pour faire taire tout le monde. Et vous avez fait de l'obstruction pendant des jours dans l'hémicycle. On s'arrête là. Vous avez passé vos journées à hurler, à insulter le ministre, Monsieur Léaumont. Soyez un petit peu sérieux. On a présenté des propositions alternatives de financement. Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes pas d'accord? Merci.